everyone. Thank you for Bonjour à joining toutes et today's tous. Merci webinar. de nous rejoindre. Nous allons commencer officiellement dans à peu près 1 minute à l'heure pile. J'espère, on va encore attendre que tout le monde nous rejoigne. Pour les personnes qui nous rejoignent, vous devriez avoir un sondage qui va s'afficher devant vous. On vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir remplir ce questionnaire. Il s'agit simplement pour nous de savoir qui nous rejoint aujourd'hui. Très bien. Il est midi ici, au temps de l'Est. On va commencer. Bonjour à toutes et tous. Bonjour au webinaire d'aujourd'hui qui s'appelle Du cadre à l'action, lancement du cadre ESC pour l'équité en matière de santé. Si vous nous rejoignez maintenant, vous avez un sondage qui s'affiche devant vous. On vous demande de le remplir. On va encore le laisser ouvert. On va passer à la prochaine diapositive. Nous avons le plaisir de vous proposer aujourd'hui l'interprétation fournie par Boost Events, une filiale de Boostlingo. Pour accéder à la session d'aujourd'hui en français, vous pouvez sélectionner la langue française dans le menu d'interprétation à partir du bouton de menu dans votre barre d'outils. Vous pouvez cliquer peut-être sur le bouton plus. Vous pouvez aussi sélectionner les diapositives en français ou en anglais en haut de votre fenêtre Zoom. Vous allez pouvoir ainsi voir les diapositives dans la langue de votre préférence. Notre session a également aujourd'hui la langue des signes américaine et du Québec. Pour ceux qui ont besoin de ce service, veuillez sélectionner la langue des signes américaine ou française à partir du bouton d'interprétation ci-dessous. Je voudrais aussi remercier chaleureusement nos interprètes du jour, Tracy, Eva, Joël et Rosie Anne, euh, qui, euh, et Camille et Luna. Merci aussi à toute notre équipe de production, Miranda, James, Emily et Jean. Maintenant que j'ai présenté les modalités d'accès, je m'appelle Brady. Je suis au bureau de l'ESC dans le territoire traditionnel non cédé des Algonquins, Ottawa. Dans mon travail de réconciliation, je veux explorer les histoires des communautés qui se sont bien occupées de ce territoire et je trouve que j'ai une responsabilité, pas envers eux, et que nous devons continuer nos travaux de réconciliation. Je vous, je vous recommande et vous encourage de participer, de partager également d'où vous nous retrouvez aujourd'hui dans la boîte de clavardage. Ainsi, nous pourrions ensemble essayer d'avoir un meilleur système de santé. Prochaine diapositive, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de certains sujets qui peuvent être difficiles et qui explorent le racisme systémique et les préjudices liés aux soins de santé. Il y a donc un service de soutien psychologique qui est mis à la disposition de toute personne qui souhaiterait bénéficier d'un accompagnement pendant ou après la session. Ce numéro a été communiqué dans le clavardage. Il est affiché à l'écran et indisponible jusqu'à 16 heures aujourd'hui. N'hésitez pas à vous faire aider pendant et après l'événement virtuel aujourd'hui. Prochaine diapositive. Je vais maintenant donner la parole à Bruce Dumont à l'écran pour nous accueillir. Merci Brady. C'est un magnifique arbre qui se trouve derrière chez moi, dans l'île de Vancouver. Les cèdres chez nous ont beaucoup d'objectifs, beaucoup de bienfaits. C'est une plante médicinale pour nous, en Colombie-Britannique. On utilise cela aussi pour, bien évidemment, le brûler, pour l'utiliser en brosse. C'était aussi donc
pour purifier les espaces ainsi que en tant que médicament traditionnel. On utilise aussi l'écorce pour créer des chapeaux, pour faire des matériaux pour construire. On peut aussi les graver. On peut graver de manière traditionnelle. On peut aussi faire des canoës. Donc, ce cèdre est énorme. C'est à peu près 200 ans. Il a à peu près 200 ans et il fait à peu près 30 mètres, 20 mètres de large. Donc, je vais utiliser la langue Méchif. C'est la langue traditionnelle ici, dans le Manitoba du Sud. C'était aussi une langue que nous parlions, mais que nous n'écrivions pas jusqu'aux années 1980. C'est une langue trilingue qui est conçue d'adjectifs, de mots d'action, et il y a les langages Jebri, Cri et Soto qui ont créé cette langue et des influences du français aussi. Donc, je voudrais remercier le Créateur pour aujourd'hui et pour toutes les personnes qui se trouvent ici dans cette réunion, qui nous permettent de se réconcilier. Et donc, je remercie tout ce qui est en train de se produire. Voilà ce que je vais dire dans la langue Medjif tout de suite. On ne dit jamais au revoir dans notre langue. On dit à bientôt. Et ça veut simplement dire voilà. Donc voilà, je vous remercie. Merci Bruce pour ces remarques liminaires. Merci d'avoir partagé cette merveilleuse photo d'un cèdre et de nous avoir donné la bienvenue. C'est un tel don pour nous toutes et tous ici dans cet espace. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive. Merci. On va commencer, enfin, on a déjà un peu commencé, mais il y a une chose qu'on voudrait faire, c'est présenter notre reconnaissance pour tous les membres du groupe consultatif de l'échange de connaissances virtuelles sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Toutes les personnes que vous voyez ici sur votre écran ont joué un rôle très important pour façonner cette session et pour tout ce programme. Je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous chaleureusement pour vos efforts. Je vais maintenant donner la parole à Jennifer. Merci beaucoup, Brady. Merci, Bruce, encore une fois, pour vos remarques d'ouverture, pour la conversation du jour. Je réalise que maintenant que je ne me suis pas présentée, je vais le faire. Je m'appelle Jennifer Sommer et j'ai le grand privilège d'être la PDG de ESC, Excellence Santé Canada. Je me trouve dans le territoire algonquin également, à Ottawa. Et pour aujourd'hui, nous voudrions nous essayons de se rendre compte de l'importance de l'équité dans les soins de santé. Et donc, nous avons un cadre qui contient 8 actions. Et cela nous donne également l'opportunité de réfléchir à ce qui est nécessaire pour soutenir l'équité en matière de santé dans la pratique. Si on peut avancer, s'il vous plaît.
L'objectif de l'ESC est de façonner un avenir où tout le monde au Canada bénéficie de soins sûrs et de haute qualité, peu importe qui ils sont, à quoi ils ressemblent, d'où ils viennent, la langue qu'ils parlent. Et c'est absolument essentiel que les soins soient sûrs et soient de haute qualité, également, bien sûr, pour les personnes, pour tout le monde, c'est-à-dire que ça doit être également sûr culturellement. On va en parler un peu plus en profondeur, mais ce cadre ici nous aide à être beaucoup plus pratique. Donc, que vous ayez déjà commencé ce travail il y a longtemps ou que vous commenciez dès maintenant, ce cadre d'action va pouvoir vous aiguiller. Cela nous permet de se focaliser sur les systèmes. Ça met l'accent sur les systèmes et la création d'un objectif commun. Cela permet à améliorer la manière dont nous prenons les décisions en matière de soins. Je tiens à reconnaître que les Premières Nations, les Inuits, les Métis sont des détenteurs de droits ayant des priorités distinctes. Et donc, notre travail en matière de vérité et de réconciliation repose sur des obligations découlant des traités et de la reconnaissance des droits des Autochtones. Le plan d'action pour la vérité et la réconciliation guide nos engagements spécifiques. Nous essayons également de reconnaître, il a été en fait élaboré en reconnaissant que les expériences et les besoins des peuples autochtones nécessitent des approches distinctes fondées sur les droits et l'autodétermination des Autochtones. Dans ce contexte, nous allons travailler ensemble aujourd'hui pour se focaliser donc sur ce cadre et on va aussi vous donner des informations dans le clavardage par rapport à ce cadre d'action et vous pourrez cliquer directement sur ce rapport. Si on peut avancer à la prochaine diapositive, il y a une photo ici avec toutes les personnes incroyables qui ont façonné le travail dont on va vous parler aujourd'hui. Et Bruce, vous êtes là, au milieu, enfin tout devant, dans cette image avec tant de personnes qui ont participé à ces efforts. À toutes ces personnes, je voudrais exprimer ma gratitude. Ce travail rassemble différentes expériences, perspectives, et ainsi c'était un processus co-développé par toutes et tous pour façonner également la confiance. Et nous essayons de mettre en lumière l'expérience vécue des patients, des personnes en première ligne, des communautés, des aînés qui doivent eh bien, naviguer au sein de ce système. Et nous essayons de voir comment nous pouvons tous avancer ensemble de la meilleure des manières. Pour la discussion du jour, nous allons pouvoir explorer un petit peu les bienfaits que ce travail a pu faire, a pu créer. Donc, si on avance à la prochaine diapositive, avant de passer aux détails de ce cadre, je voudrais vous parler d'une expérience vécue. Ici, il y a l'histoire de Liu qui nous remémore pourquoi ce travail est si important. Donc, nous avons une histoire, un exemple, un témoignage ici qui nous permettra de mieux comprendre. Et je vous invite à vous poser la question, en écoutant ce témoignage, la question de l'équité en termes de santé. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous donner les soins de santé que nous méritons? Liu avait deux femmes dans sa vie, sa femme et sa mère. Sa femme était une colonisatrice dans une zone urbaine et sa mère était dans un territoire du Nord. Et ils ont été soignés de très différentes manières. Il y a plusieurs années, je n'ai pas reconnu ma maman sur les photos. Sa voix était la même, elle avait l'air en bonne santé, mais elle avait perdu 50 kilos à peu près. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Que disent les docteurs et les infirmières? Et elle a répondu, ils ne veulent pas me voir. Elle a été demander de l'aide et et ils lui ont toujours dit, non, c'est peut-être un problème de médicaments pour la thyroïde, vous ne le prenez pas correctement. Et donc, dans ces communautés, on voit qu'il y a des inégalités structurelles et l'isolement géographique veulent dire que si on a besoin de soins urgents, c'est très compliqué. Pour beaucoup de communautés, cela constitue un processus très incertain.
Normalement, il faut aller dans un poste de soins médical et donc là, on se fait vraiment examiner ici et il faut presque les convaincre qu'on a besoin d'aide. Leur dire qu'on n'a pas simplement besoin d'un médicament. Je suis là pour une bonne raison. J'ai perdu beaucoup de poids. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et j'ai dû appeler ce poste de santé pour dire et les menacer d'actions juridiques. Ils ont continué de dire que c'était ma maman qui ne prenait pas ses médicaments correctement, en disant que non, non, il ne faisait pas d'erreur. Et donc ensuite, ils sont allés à Inuvik et le docteur a dit, eh bien, oh, oups. Et voilà son cancer du poumon, voilà ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle qui était en développement. Quand elle a été au poste de soins, elle ne mentait pas. Si on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est vraiment un affront. À ce moment-là, la femme de Liu a eu un processus similaire et son expérience dans les soins de santé a été totalement différente. Ils l'ont appelé, ils l'ont rappelé tout de suite. C'est fou. Ils ont supposé qu'il pouvait y avoir quelque chose qui n'allait pas. Donc, ils ont voulu essayer de traiter cela dans les premières étapes. Et pour essayer de prolonger sa vie, c'est bien. Ils faisaient bien leur travail. Merci pour cela. Et ils ne lésignaient sur aucune ressource. Alors que pour ma mère, c'était bien différent. Donc, j'ai vu à quel point le niveau de soins et de compassion a été tellement différent. Et je ne comprends pas cela. Pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Ma mère a eu, je pense que ma femme a eu des meilleurs soins simplement parce qu'elle était blanche. Pour ma mère, ils n'ont rien fait, ils l'ont laissé attendre. Il y a une différence dans la manière dont nous sommes traités, soignés, dont on nous parle, et les résultats, bien évidemment, sont très différents. Et comme cela, je n'ai pas envie qu'on soit mis de côté ou qu'on nous découvre un cancer déjà au stade 4, à un stade avancé. Voilà quand même la réalité dans laquelle je vis. Ce n'est pas une réalité dans laquelle je devrais vivre, mais pourtant, c'est bien la réalité. Et donc, c'est pour cela qu'on ne va plus chez le docteur. Personne ne nous croit. Les personnes qui me ressemblent, à quoi bon? Combien de fois cela va-t-il se passer avant qu'on puisse changer un système qui est normalement censé nous aider? Alors que ce système, finalement, essaye de garder les personnes qui me ressemblent au niveau le plus bas des soins. Ce que j'aimerais voir, c'est de bons soins partout, pour tous. Je ne suis pas en train de demander des meilleurs soins de santé, juste les mêmes traitements. Ma mère n'a même pas pu voir de docteur, alors que ma maman, on l'a appelée. Ma femme a réussi à avoir des entretiens avec le docteur dans son bureau, alors que, encore une fois, ma mère n'a pas pu voir de docteur. Ma femme, elle a réussi à vivre, elle a pu survivre, alors que ma mère, non. Alors, est-ce que c'est juste? Quels éléments donc de l'équité en matière de santé viennent à votre esprit par rapport à cette vidéo? Je vais donner un petit moment pour réfléchir à cette histoire. Et pour les personnes qui n'ont pas pu voir cette vidéo, on va vous partager le lien pour que vous puissiez la voir après. Je vous invite à réfléchir à l'histoire qu'on vient de constater, qu'on vient de visionner. Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées pour vous lorsque vous avez écouté l'histoire de Liu? À quoi avez-vous pensé en matière de santé? Et je vous invite à participer directement dans le clavardage avec vos observations. Il y avait des choses qui étaient implicites, certaines choses qui étaient plutôt explicites.
je vois déjà dans le clavardage des réponses. Il y a bien évidemment un biais cognitif, de racisme, de agisme, de d'inégalité géographique dans l'accès aux soins, les effets que tous ces obstacles peuvent créer, les barrières de la langue aussi, et des problématiques liées aux communautés rurales, et beaucoup plus aussi, parce que l'équité, ce n'est pas simplement une chose. Il y a, c'est vraiment multidimensionnel. Et l'histoire de Liu, on pourrait avoir une pile de rapports de ce type. Est-ce qu'il y a des lacunes dans les soins? Et il y a beaucoup d'opportunités pour créer des soins plus équitables. Et bien sûr, dans les systèmes de soins, les systèmes sont faits de gens, des gens comme nous. Donc, j'apprécie le fait que tout le monde qui est là aujourd'hui et toutes les personnes qui vont pouvoir voir cette vidéo plus tard, se sont engagés pour être là aujourd'hui, pour faire ce travail ensemble. Je vois encore beaucoup de retours, de commentaires dans le clavardage par rapport à ces éléments intersectionnels, par rapport à l'égalité. Et aujourd'hui, donc, on veut vous parler de ce cadre. Et il s'agit ici de réussir à combler ces lacunes ensemble. Maintenant, nous allons donc pouvoir explorer ce cadre et parler un petit peu de là où nous en sommes. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à toutes et tous d'avoir partagé vos commentaires, d'avoir participé dans le clavardage. Il est vraiment intéressant de voir toutes vos participations. L'histoire de Lou nous montre qu'il est important de réfléchir à la sécurité culturelle, de se poser la question sur comment cette approche peut se transcrire dans dans l'égalité de soins. Pour moi, ce qui est ressorti, c'est lorsqu'il dit qu'il ne cherche pas des soins de meilleure qualité, simplement les mêmes soins pour tous. Maintenant, on va vous parler un petit peu plus du cadre. Et donc, avant de faire cela, je voudrais lancer un nouveau petit sondage. Si vous regardez aujourd'hui, je voulais savoir quel énoncé décrit le mieux où vous vous situez dans votre cheminement vers l'équité en santé. Peut-être que vous êtes au tout début de votre cheminement, peut-être que vous avez déjà commencé, vous avez développé un langage partagé, peut-être que vous avez déjà mené quelques projets, peut-être que vous avez déjà appris plusieurs leçons, ou peut-être que c'est un travail de toute une vie pour vous et vous n'êtes pas du tout un débutant ou une débutante. Ou peut-être que vous n'êtes pas du tout sûr. Et dans ce cas, ce n'est pas grave, on vous souhaite quand même la bienvenue. Je vois beaucoup de réponses et je vois que tout le monde est un petit peu à différents niveaux, différentes étapes. On va partager tout de suite les résultats sur l'écran. Merci encore à toutes et tous d'avoir partagé. Pour moi, ce que ça montre, c'est que on est tous à différents stades. Et je pense que c'est tout à fait normal. Il n'est pas important d'être tous au même endroit, il faut juste qu'on avance ensemble. Et donc, ce cadre veut assurer que les soins sont équitables pour toutes et tous. Et ce n'est pas un projet comme ça qui, a, qui se produira une fois, c'est quelque chose de pérenne. On va donc commencer par les engagements qui nous poussent à faire notre travail.
Notre travail implique beaucoup d'apprentissage, de désapprentissage, que vous soyez tout seul, si vous faites partie d'une organisation, d'une équipe, etc. Donc, nos engagements représentent un changement d'état d'esprit qu'il faut eh bien, prendre en compte lorsqu'on commence ce travail. Ça veut dire que cela s'applique à la manière dont nous façonnons des programmes, la manière dont nous entrons en contact avec les autres et la manière dont nous réfléchissons. C'est, nous avons donc développé ces engagements avec les personnes que vous avez vues tout à l'heure et cela nous a permis de rendre ce travail plus significatif. Ce que vous pouvez voir ici est finalement un résumé de ce que nous avons entendu. On a vraiment mis en lumière les bienfaits de la réflexion profonde, de prendre des pauses pour réfléchir, de travailler aussi euh, entre les différents secteurs. Donc, ils ont parlé de la reconnaissance de l'intersectionnalité de cela, des différentes histoires, des différentes circonstances qui peuvent affecter le cheminement au sein des soins de santé pour n'importe quelle personne. On a aussi mis en lumière l'importance d'adopter une approche antiraciste et anti-oppressive. Nous savons que les résultats changent en fonction des différentes communautés et nous essayons de faire les choses de manière différente pour enlever ces obstacles. On a parlé bien sûr des traumas. Peut-être on a aussi bien sûr réfléchi à l'importance de reconnaître les expériences passées et à la manière dont le passé et les expériences vécues ont pu façonner l'acheminement de soins de quelqu'un. Nous avons également noté qu'il était très important de se sentir bien avec des choses peut-être compliquées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être des experts dans tous ces éléments, mais il faut un engagement à l'apprentissage, à la connaissance et à aussi réussir à se mettre dans la peau d'une autre personne. Ainsi, on essaye de poser la question lorsque nous essayons de créer des programmes qui s'adressent à des personnes dans des communautés rurales. On se demande qu'est-ce qu'il va mieux les servir? Comment est-ce qu'on peut mieux les aider? Et est-ce que nous avons une responsabilisation de nous-mêmes par rapport au travail que nous faisons pour ces personnes? Prochaine diapositive. On a parlé donc de nos engagements et donc l'état d'esprit. Donc maintenant, nous allons regarder ce qui façonne les expériences et les résultats des soins. Donc, nous avons plus de 1000 personnes qui se sont inscrites au webinaire du jour. Et donc, nous voulons que tout le monde puisse recevoir des systèmes et un système de soins et des soins qui soient, qui fonctionnent vraiment en toute sécurité. Et on sait quand même que ce n'est pas la réalité de tout le monde. Il y a des problèmes de racisme, de colonialisme, de pauvreté, de sexisme et d'autres types de préjudices qui viennent façonner les expériences des uns et des autres. Dans l'histoire de Lou, on avait des problèmes de racisme, des problèmes de colonialisme et il y avait aussi le problème d'isolement géographique. Et donc, ici, dans le cercle extérieur, nous avons identifié ces systèmes qui portent préjudice. Je voudrais aussi reconnaître que certains systèmes peuvent nous paraître un petit peu intimidants, mais le changement est possible et nous pouvons tous avoir de l'influence et de l'impact sur des systèmes. Et si on mène la danse, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous suivre. Ce cadre met aussi en lumière les différents niveaux
où nous pouvons faire des changements. Il y a différentes couches organisationnelles ou institutionnelles. Voici les politiques, les pratiques qui existent, comment est-ce que les décisions sont prises, comment nous pouvons façonner les résultats de soins. Ensuite, il y a l'aspect relationnel, interpersonnel, comment est-ce qu'on construit la confiance, comment nous pouvons créer des interactions qui sont sécures. Et il y a aussi le travail interne, le travail de chacun et chacune pour apprendre et désapprendre et essayer de ne pas faire de suppositions. Toutes ces couches sont importantes lorsqu'on essaie d'intervenir pour faire du changement. Il y a, il faut équiper les personnes avec les bons outils pour que les politiques se transforment en action. Et nous devons bien sûr s'examiner nous-mêmes pour pouvoir voir comment nous pouvons passer à l'action. Donc, bien évidemment, toutes ces couches-là sont complémentaires. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Quelles sont les étapes pratiques pour avoir des soins équitables? Il faut regarder aux pratiques dans tout le système, que ce soit avec des équipes, individuellement ou avec des personnes qui veulent conduire au changement. Je vais décrire aujourd'hui comment y accéder, mais dans notre prochain webinaire, je vais vous expliquer beaucoup plus en détail comment ça marche. La belle pièce d'art que vous voyez derrière moi, c'est quelque chose qu'on a travaillé lors de notre dernier atelier. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va commencer avec des actions beaucoup plus internes du cadre. Nous voulons bâtir une organisation plus inclusive et nous demander qui travaille ici et comment est-ce que nous nous reflétons aux yeux des autres. Nous voulons avoir une sécurité psychologique dans le monde du travail. Et c'est pour cela qu'il faut que nous travaillions ensemble en tant que communauté. Les données montrent qu'il y a des trous dans le fait que nous travaillons, dans les méthodes de travail. Mais il y a des cadres de travail qui sont merveilleux, qui marchent beaucoup et qui nous permettent de remplir en fait ces trous que nous voyons. Et particulièrement lorsque nous parlons des communautés noires. La troisième action ici, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos organisations, c'est-à-dire construire des ponts et permettre, s'assurer que toutes les personnes aient accès à des soins sans racisme et que ce soit vraiment un processus d'apprentissage sur du long terme. Et puis ensuite, nous voulons nous poser la question qui est responsable et adopter un système de responsabilisation souple et continu. Et c'est cela qui va transformer les bonnes intentions en action. Et c'est pour cela que nous voulons travailler avec les communautés pour réparer les relations. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les prochaines actions, nous les décrivons comme quelque chose de plus externe, même si elles se superposent. Les communautés nous disent beaucoup de choses. Elles ont de l'expertise et nous disent exactement où les ressources vont. Comment est-ce que les gens ont accès aux soins? Comment est-ce que nous pouvons améliorer ces soins? Et comment est-ce que nous pouvons rencontrer les gens là où ils en sont? Ça peut être au travers d'employer des personnes, des membres de communautés,
d'avoir des personnes qui vont dans les communautés et qui travaillent avec elles. Ou voilà, ce sont juste deux, trois exemples. Nous avons aussi des actions en termes de politique et quelles politiques peuvent catalyser des actions équitables. Et puis ensuite, nous allons passer à la prochaine action. C'est en fait de changer les rapports de pouvoir et permettre aux communautés de prendre le leadership. Cette action, je pense, a vraiment eu le plus grand changement dans notre département, le plus grand impact, parce que c'est lorsque nous reconnaissons les forces de la communauté que nous leur donnons la puissance et le pouvoir d'agir. OK, donc voici les 8 actions du cadre et je veux juste dire que couvrir ces 8 actions en aussi peu de temps, c'est vraiment trop court et j'ai pas vraiment tout expliqué en détail, mais on va pouvoir plonger plus profondément dans chacune de ces actions dans le prochain webinaire. Il y aura aussi des opportunités d'en apprendre davantage avec nous. Nous sommes tous dans la phase voilà, d'implémentation et de comprendre à quoi ça va ressembler. Maintenant, j'aimerais demander qu'on passe à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. On va laisser cette diapo sur l'écran 30 secondes. Là, nous allons passer à la section de discussion de notre webinaire de 60 minutes. Nous avons parlé de Christine et Jennifer. En fait, nous avons entendu les questions que vous nous avez posées. Et alors que mes autres représentateurs viennent à l'écran, Christina, je ne veux pas te mettre tous les feux du projecteur dessus, mais est-ce que tu peux te présenter? Où est-ce que tu te situes dans ce travail? Et je vais donner une autre question. Et alors que vous reflétez sur les histoires qui ont été partagées aujourd'hui, sur le cadre, qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui? Merci Brady, c'est merveilleux de vous rejoindre tous aujourd'hui. Je vous rejoins du territoire non cédé. Pardon, excusez-moi, je galère un petit peu aujourd'hui, mais j'aimerais parler aujourd'hui. Donc, je vous rejoins de la Colombie-Britannique. Je suis vraiment contente d'habiter, d'être de cette province. Je suis une mère, je suis une belle-mère, je suis une partenaire, une tante, et je suis la mère de 2 chats et d'un chien également qui me remplissent de vie au quotidien. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir été invitée à ce webinaire ce soir. Il y avait beaucoup tu sais, j'ai eu beaucoup de privilèges et je sais que j'ai ces privilèges au travers des opportunités que j'ai et de la vie que j'ai pu mener. Et je suis très reconnaissante et j'aimerais le dire tout de suite qu'en voyant toutes les conversations, en particulier en voyant l'engagement de toutes les personnes qui nous ont rejoints pour ce travail très important, je me rappelle pendant la pandémie, on était tous très excités et enthousiastes parce qu'on s'est dit, waouh, on va enfin pouvoir avoir le focus dont on a besoin et je me suis sentie tellement remplie d'espoir à l'époque qu'on allait vraiment pouvoir prendre des actions, passer à l'action dans ce domaine. Et je me rappelle quand on avait un rapport il y a 5 ans qui a été publié autour des conséquences du racisme envers les autochtones dans le pays, tout autour du pays, et particulièrement envers les Premières Nations et qui ont lieu dans le système de santé. Mais récemment, j'ai senti que c'était un peu plus difficile et c'est pour cela que je suis très contente pour le travail de Excellence Santé Canada
et pour l'opportunité que nous puissions avoir une conversation si significative. Alors, je n'ai pas regardé la vidéo à l'avance, je voulais l'expérimenter comme les autres participants. Et si je devais parler juste après la vidéo, en fait, c'est vraiment une histoire très difficile à regarder. Et la chose qui vraiment me marque alors que je regardais cette vidéo et je vois les commentaires dans le chat également, mais en 2019, Joe Gallagher, qui est le vice-président de l'autorité des Premières Nations en Britannique-Colombie, en Colombie-Britannique, et c'est un ami très proche et c'est un enseignant également. On avait une conversation sur la qualité et qu'est-ce que ça veut dire exactement la qualité. Et ça nous a mené à avoir une conversation autour de si on va parler de qualité dans la Colombie-Britannique, il faut que ça représente l'histoire et les enseignements de la terre et des personnes que nous servons. Donc, nous avons été dans un processus de changer de la définition de qualité. Et, et quand j'écoutais l'histoire de Lou, il y a deux changements qui m'ont marqué, deux changements qu'on a fait qui m'ont marqué. Donc, c'est vraiment l'accès aux soins. Et je pense à sa maman qui habitait dans une région rurale et tous les challenges qui viennent avec cette situation. Et on parle souvent de l'accès aux services, mais le changement clé qu'on a mis en place et qu'on a appris au travers des aînés, et c'est grâce à ça qu'on a pu changer les politiques, c'est que l'accès, c'est non seulement avoir accès à quelque chose, mais c'est également avoir des portes ouvertes. Et en fait, c'est pas juste une question d'avoir accès à des services, mais c'est aussi c'est l'entrée de bienvenue. Donc, comment est-ce qu'on crée des moments où les gens se sentent accueillis? Et donc, voilà, c'est pour ça on a un gros problème d'accessibilité. Et aussi les relations et la connectivité qui améliorent. Donc, les relations améliorent l'accessibilité. Mais la chose la plus importante, c'est la sécurité. Et on a parlé de ça, un autre changement qu'on a mis en place, c'est qu'au début, on parlait tout le temps de sécurité, et que la sécurité, c'était l'absence de douleur qu'on pouvait peut-être infliger aux patients. Mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a un besoin de changer comment on définit le système de santé et comment on le mesure. Donc, il faut qu'on change l'accès ou l'accès aux mesures, pas seulement à combien de temps est-ce que tu vas attendre pour voir ton docteur ou ton spécialiste, mais plutôt est-ce que tu t'es senti accueilli et bienvenu? Et est-ce que tu t'es senti accueilli à recevoir les soins dont tu avais besoin? Voilà, il y a tellement de choses que je pourrais partager. Je pense que j'ai déjà trop parlé, mais merci de nouveau. J'ai été très touchée d'être là. Merci, Christina. Jennifer, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à ce que Christina vient de partager? Oui, alors, on a eu une pré-conversation avant le webinaire et je sais qu'on aurait encore pu parler pendant des heures et des heures. Une des questions qui est venue en avance, et je crois que quelqu'un nous a posé cette question en avance, comment est-ce qu'on fait ce travail de manière pratique? Comment est-ce que, en termes de leadership, on peut faire ce travail? Et Christina, je pense que tu as fait un bon travail à ouvrir l'horizon et nous emmener à penser beaucoup plus en dehors de la boîte.
Et donc la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut promettre aux gens, aux communautés qu'on sert? Est-ce qu'ils vont se sentir en sécurité aujourd'hui et est-ce qu'ils seront en sécurité demain? Et comment est-ce qu'on saura que ce sera le cas? Donc, il y a ces questions classiques en termes de sécurité de patients et c'est de commencer par se demander qu'est-ce qui est important pour vous et comment est-ce qu'on sait que le changement que vous avez fait une différence. Et Christina, je vais lancer la question et te la redonner parce qu'on en a parlé au début. Mais il faut penser, il faut savoir que en tant que leader, les bonnes intentions sont bonnes, mais parfois elles ne sont pas suffisantes. On essaye, mais ça ne va pas marcher. Et parfois ça va marcher. Donc comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on peut avoir un processus de savoir quel chemin, sur quel chemin marcher et quel changement nous devons continuer à faire pour avancer vers la bonne direction. Et il faut savoir que c'est un cheminement d'apprentissage et de désapprentissage. Donc, je te repasse la question, Christina. Merci, Jennifer. Dans mon monde, je pense toujours, comment est-ce qu'on passe de notre état courant à notre état futur? Et je suis vraiment reconnaissante du cadre de trois niveaux que nous avons, c'est-à-dire l'intentionnalité, l'interne et l'externe. Donc maintenant, là, je reflète beaucoup sur cette question. J'ai pas forcément les réponses et c'est une conversation qu'on doit avoir. Mais en gros, il faut qu'on pense à la manière dont nous pensons et parce que la manière dont nous pensons se traduit en comportement et c'est ensuite reflété au travers des politiques, etc. Donc, moi, j'ai vu les politiques complètement ignorées et puis on revient à la normale. Donc, les politiques sont cruciales parce que ce sont des pièces que nous devons mettre en place et suivre. Mais quand on pense à nos croyances, et ça, c'est vraiment les choses les plus difficiles à changer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se dise, OK, qu'est-ce que c'était pendant la pandémie qu'on a vraiment vu, qui nous a vraiment fait réaliser qu'il fallait se concentrer sur l'équité. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans le contexte beaucoup plus large, le contexte politique, économique beaucoup plus large, parce que on ne veut pas voir la maman de Lou, ne pas recevoir les soins de santé qu'elle mérite. Euh, et nous parlons souvent de changer le management et de personnes qui sont fortes, qui ont des liens forts et certaines qui ont des liens faibles. Et dans le système de santé, nous avons des liens et nous prenons soin des gens. Et ça, ce sont des liens forts. Et je pense que un de nos défis aujourd'hui, maintenant, c'est que si on va désigner, si on va créer, et je connais une pédiatre qui a partagé son approche au design. Et son design, c'était vraiment pour les plus vulnérables. Et son design, c'était de créer quelque chose qui allait marcher pour tout le monde, que ce soit pour les personnes privilégiées ou pas. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous devons penser euh, alors que nous voulons faire progresser cette œuvre, c'est comment est-ce que nous pouvons agir avec les gens qui ne sont pas sur ce webinaire et qui se disent ah c'est pas une bonne value pour mon temps de faire partie de ce webinaire. Comment est-ce qu'on peut les inclure? Parce que si on veut avoir un changement complet sociétal et avoir des personnes qui voient ce travail comme étant critique, il faut qu'on commence à construire des ponts. Et je ne sais pas encore comment
faire cela, mais je crois que des cadres comme celui-là nous donnent la possibilité de faire cela. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est un défi. Et vous savez, on, on a parlé d'éducation obligée pour tous les travailleurs de la santé. Je suis d'accord. Et particulièrement pour les personnes qui travaillent avec les Premières Nations, les Inuits, mais je ne sais pas si les expériences vont être fondamentalement différentes. Donc, on éduque et on construit une fondation, mais est-ce qu'on obtient ces pratiques de changement comme on parlait? On ne voit pas des résultats différents encore. Donc, ma question vraiment, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en plus de l'éducation pour vraiment pouvoir changer des mentalités? Voilà, Jen, je suis curieuse. Je ne sais pas quelles sont tes pensées sur cette question, mais je pense que c'est vraiment un défi pour moi. Comment est-ce qu'on accède? Et tu sais, bon, voilà, comment en gros est-ce qu'on accède aux personnes plus privilégiées qui, pour qu'ils deviennent des alliés? Comment est-ce qu'on utilise ensuite ces alliés pour emmener le changement et au lieu de les rejeter ou de les repousser? Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a deux choses. Désolée, Jen, je vais rajouter ces deux choses et ensuite je vais m'arrêter. C'est deux pensées que j'ai qui sont très importantes. Ce qui m'enthousiasme le plus dans ce cadre de travail, c'est vraiment de changer les pensées, de faire de la place pour les communautés. Donc, ça peut être des communautés géographiques ou ethniques, mais si on voit vraiment le pouvoir dans les communautés et qu'on co-design, je pense que c'est ça la clé. Et pourtant, les structures, les institutions, je pense qu'elles sont toujours performatives de cette manière-là. Mais je pense que cet aspect particulier va vraiment commencer à changer les choses et ça va être une opportunité énorme. Mais bref, je te redonne la parole, Jennifer. J'apprécie vraiment ce que tu as partagé, Christina, et j'apprécie le fait que c'est une conversation qui est sur du long terme, mais comment est-ce qu'on travaille vraiment sur ces trois étapes de manière pratique pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Et je pense que parfois, nous sommes bloqués dans un niveau ou dans un autre. On fait une grande annonce institutionnelle, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et il y a pas, on n'a pas forcément les politiques qui viennent derrière. Donc, je pense que pour nous, dans le cadre, dans notre cadre, dans le contexte de notre cadre, c'est vraiment une question de tout faire ensemble et de commencer par ce que tu nous as parlé, c'est le leadership de la communauté. Et aussi, il faut reconnaître que il y a des changements. On a pris des décisions dans le passé, mais on a aussi de l'expertise en faisant, pour faire cela dans d'autres domaines médicaux. Donc, nous avons une opportunité de dire, OK, donc c'est un petit peu un spoiler pour le prochain webinaire, mais comment est-ce que nous allons avoir des bons résultats? Comment est-ce que nous allons apprendre au quotidien pour pouvoir mettre en pratique nos leçons quotidiennes? Et je pense qu'il y a quelques années de cela, Kelly Brown Bill a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué pour toujours et c'est quelque chose qui est marqué dans mon esprit. Elle nous a tous challengés à l'époque. Elle a dit, ne commencez pas et ne vous arrêtez pas. Donc, il faut commencer, même si c'est difficile, il faut commencer à faire ce travail et considérer toutes les actions que Brady a présentées. Et il faut
continuer d'avancer même quand c'est difficile. Et pour ce faire, nous avons besoin les uns des autres et le soutien des uns des autres. Et aussi, on a besoin des uns des autres pour emmener plus de personnes à nous rejoindre. Donc, c'est un mouvement qui s'étend et qui crée un service de santé beaucoup plus sécurisé. Brady, je regarde l'horloge et je sais que Christina et moi, on peut parler de toutes ces questions pendant des heures, mais je pense que juste pour respecter le temps qui nous est imparti, je vais te repasser la parole. Un grand merci à toi, Jennifer, et à Christina. C'était vraiment euh, une conversation inspirante. Quelque chose qui m'a inspiré, qui m'a marqué, moi, c'est que peu importe le produit ou ce qu'on utilise, l'important, c'est d'entrer dans cette œuvre avec humilité et d'inviter les gens à rejoindre le mouvement. Et c'est vrai qu'on peut parfois rester bloqué quand on essaye de tout faire parfaitement, mais il faut vraiment avancer, être OK avec le fait que nous faisons des erreurs, mais qu'il faut quand même avancer. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais partager alors que nous passons dans notre moment de au revoir. Alors, je vais simplement demander si on peut mettre la dernière diapo à l'écran, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais simplement vous rappeler que nous avons un service de conseil disponible sur le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à y accéder si vous avez besoin de parler. Nous avons également un dernier sondage. On va le garder sur l'écran alors que nous fermons, alors que nous clôturons cette session. Prochaine diapo. Et n'oubliez pas de nous rejoindre. Nous venons juste de terminer notre webinaire, mais le 25 mars, nous allons avoir une grande session avec l'équipe qui a été impliquée dans tous les domaines de la santé et ils vont vous donner des exemples pratiques dans ce service. Voilà, si vous n'avez pas encore été enregistré, il y a un QR code à l'écran. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et puis, c'est une invitation à rester en contact. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email. Ça, c'est pour rester en contact avec l'équipe d'équité. Tout cela étant dit, je vais transitionner et donner la parole à Bruce. Merci énormément à vous tous d'avoir rejoint cette session. Je suis extrêmement reconnaissant à Bruce qui va nous partager sa sagesse aujourd'hui. Merci Brady. C'était un dialogue merveilleux et j'étais vraiment content d'avoir entendu tout ce qui se passe. Et il faut simplement qu'on continue à faire cela, toutes ces belles choses. Je vais terminer avec une prière au Créateur. Créateur, nous te demandons que tu continues à veiller sur nous. Merci, Créateur, et nous apprécions ta direction. Est-ce que vous avez vu ma correction? Il y a 26 Premières Nations dans le traité numéro 4. Merci, Bruce. Merci pour ta présence. Merci d'être là dans ce cheminement avec nous.
je me rappelle qu'on était ensemble il y a quelque temps pour construire le cadre. Donc, nous sommes heureux que tu sois avec nous dans ce projet. Merci à tous. Passez une bonne journée.